Pasco, j'ai 62 ans. J'ai écrit 3 livres depuis 2 ans, Délit d'élu, Pilleurs d'État et Du goudron et des plumes. Je suis ce qu'on appelle tout à fait modestement, un éveilleur de conscience. J'essaye de mettre sur la table ce que des élus ont caché sous le tapis. Je l'écris dans des livres, et puis apparemment ça plaît bien, puisque j'en suis à presque 100 000 ventes sur les 3 livres, sans avoir fait jusqu'à présent une seule grande télé. Donc voilà, je suis marié, j'ai 6 enfants, je suis un homme comme tout le monde, je suis pas plus intelligent, pas moins intelligent, mais c'est vrai que je supporte pas la justice, et je supporte pas que des gens qui sont soi-disant exemplaires nous fassent croire qu'il faut qu'on se restreigne, alors que eux s'en mettent plein les poches. Bonjour pour le club desoptimistes.fr, nous sommes en compagnie de Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci donc d'accepter cette invitation déjà à Besançon, puisqu'il y a une conférence, et à cette interview donc pour le club des optimistes. On peut dire que vous êtes un homme orchestre. Oui. Vous faites plein de choses, chevalier des arts et des lettres, oui. Vous avez été élu polyvalent. Oui. De la mairie d'Evry, d'Emmanuel Valls. Alors, je me reviens qu'on revienne un petit peu en arrière. J'ai découvert sur Internet que dans les années 80, vous avez fondé le premier mensuel français consacré au chat. Oui. À l'époque, il n'y avait pas de mensuel sur les chats, donc j'ai fondé le premier magazine mensuel uniquement consacré aux chats, qui a bien marché puisqu'on avait presque 3000 adhérents au bout de 1 an, et on a été racheté par une filiale de 30 millions d'amis qui nous a laissé essuyer les plates et puis qui après nous a racheté. Le journal existe encore, le mensuel maintenant s'appelle À tout chat, je crois, quelque chose comme ça. À quel moment, je sais que vous avez un fils aussi qui passe à la télé, qui est très jeune. J'ai un fils qui s'appelle c'est Panayotis Pasco, qui vient d'avoir 18 ans et son bac commence son bien, que vous pouvez retrouver sur TMC et TF1, qui suit les traces de son père d'ailleurs. Mais j'ai plusieurs enfants qui font ça. J'ai un autre qui fait du théâtre, j'en ai un qui a monté une société qui s'appelle agriconomie.com, qui est maintenant quasiment millionnaire, puisqu'en 1 an il a embauché 40 personnes. J'ai un autre fils qui est avocat. Bref, j'ai 6 enfants. Mais je ne suis pas catholique intégriste ni musulman. Alors, cette jeunesse, à quel moment vous avez découvert cette envie de faire du théâtre, on va en parler également, des caméras cachées, et puis ensuite la politique? Mais j'ai toujours été un trublion, j'ai toujours été un électron libre, et j'ai toujours aimé donner aux autres, et il n'y a rien de mieux que de monter sur scène pour donner aux autres. C'est-à-dire que vous vous éclatez, vous donnez un maximum de choses pour que les gens reçoivent du plaisir. Moi j'adore donner du plaisir aux gens, donner du bonheur. Parce qu'on n'a qu'une seule vie et qu'elle est courte, et que si on passe sa vie à larmoyer, à pleurer, etc., c'est pas bon. Donc donnons du bonheur, ayons du bonheur. Et donner du bonheur, ça veut dire aussi dire des vérités. Vous avez réalisé quelques records. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, j'ai quelques records du monde à mon actif. J'ai le record du monde de la traversée d'un tunnel de feu à pied, mais de 50 mètres. Mais celui dont je suis le plus fier, c'est le record du monde de l'attache de trombone. Oui. 42 km de trombones attachés les uns aux autres en 1983, je dis 43, j'ai l'air si vieux que ça. Ouais. Et voilà, on a fait ça parce que c'est un record qui n'a pas coûté d'argent. Tout le monde a rapporté des trombones de tout le département. Il y a une solidarité énorme, les gens se réunissaient le soir, et d'attacher des petites trombones, ça faisait des espèces de chaînes. Et cette chaîne-là, elle a fait vivre 500 personnes pendant 1 an. Voilà, donc, et puis ensuite pilote d'avion également lors de votre service militaire. Il a bien creusé ma vie. Oui, j'étais pilote d'avion monomoteur au Tchad dans les années 74. J'étais là-bas au moment de la guerre entre Hissène Habré et Tombalbaye. Voilà, donc j'étais là-bas au moment où il y avait Madame Françoise Claustre, pour ceux qui sont plus vieux, qui était là-bas. J'étais pilote d'avion, pilote de monomoteur, et j'accompagnais un mec qui s'appelait Jorniak entre le Djamena et le Tibesti. Toujours pour un but solidaire. Hein. Toujours, non, là j'étais à l'armée. À l'armée, voilà. Là j'étais à l'armée. Mais bon, plutôt que de balayer les rues et balayer machin, je préférais faire pilote d'avion. Alors, il y a également un orchestre qui a été monté, pas n'importe laquelle. Hein. Ah non, alors je me suis occupé pendant 5 ans, de 2004 à 2009 environ, du seul orchestre symphonique totalement noir au monde, dans les poubelles de Kinshasa. Donc pendant 5 ans, j'ai fait des allers-retours 4, 5, 6 fois par an pour former l'orchestre, faire des stages de formation, leur trouver du matériel. Et cet orchestre-là, qui s'appelle l'OSK, tourne dans le monde entier. Il a même rencontré Angelina Jolie et Brad Pitt il n'y a pas longtemps. Il y a un film qui a été fait par des Allemands et maintenant ils vivent leur vie et ils mangent à leur faim, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens formidables là-bas qui faisaient 40 km à pied, avec rien dans le ventre pour faire du violon.
Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est que, comme là-bas, il y a des coupures d'électricité énormes dans les poubelles de Kinshasa, il y avait un autre personnage qui faisait de la lumière au-dessus du pupitre pour que la personne puisse faire du violon. Et ça c'est fantastique. J'ai emmené des Blancs là-bas, c'était des grandes leçons de vie pour eux. Et également, il y a des groupes qui ont été formés, toujours à travers des organismes que vous avez formés. C'est un des boulots que j'ai fondé en 1989, un petit truc qui fait partie de la communauté du Grand Paris Sud, dont M. Valls redeviendra bientôt le président. Salut Manu, si tu m'écoutes. Et là, j'ai monté un truc qui s'appelle la Halle du Rock. Donc je prends des jeunes dans la rue, j'en fais des gagnants, puis après, s'ils veulent, ils deviennent des vedettes. Donc j'ai aidé des groupes comme les Silmaris, Mr. Gang, une dizaine de groupes qui maintenant sont très connus, sont passés par mes mains, sont passés par la Halle du Rock, et encore une fois, je n'ai jamais gagné d'argent sur eux. C'est-à-dire que je ne fais pas ça pour l'argent, je fais ça parce que c'était des gens bien. On revient à la politique. Oui. Donc vous avez fait 25 ans de politique. 25 ans de politique. C'est-à-dire que je pars du principe que c'est facile de critiquer à l'extérieur et qu'à un moment donné, il faut être dedans. Quand j'ai commencé à organiser des matchs de catch, je suis devenu catcheur. Donc je suis monté sur le ring et j'ai fait du catch, j'ai fait une quinzaine de combats avant que ça se termine un peu mal pour mon dos. Mais au moins, je savais de quoi je parlais quand j'organisais. Donc la politique, à un moment donné, j'en ai eu marre. J'étais directeur de maison de jeunes à l'époque. Et j'en ai eu marre qu'à chaque fois qu'un élu changeait, les subventionnés, j'ai été voir comment ça se passait. Et je me suis donc mis à faire de la politique moi aussi. Et donc, dans la politique, il y a eu, j'imagine, des moments, des tentations où on vous a proposé des choses. Il y a eu énormément de tentations, encore une fois. L'homme est faible, la femme est faible. Et c'est vrai que quand j'étais président de la formation professionnelle et de l'apprentissage sur l'Île-de-France, je gérais 800 millions d'euros par an. 800 millions d'euros par an. Les CFA, l'école de la deuxième chance, etc., etc. On m'a proposé un certain nombre de choses. Mais comme je dis toujours, on a le droit de proposer. Après, on a le droit de refuser. Moi, j'ai jamais accepté un pot de vin. Jamais. Parce que c'est pas mon trip. Parce qu'en plus, une fois que vous commencez à accepter, vous êtes tenu. Et que moi, il y a une chose que j'aime bien, c'est ma liberté. Et quand on commence à mettre les doigts dans la confiture, les autres vous tiennent. Et vous êtes comme ça. Et moi, j'aime trop être libre. Et ce qui vous permet aujourd'hui, bien évidemment, d'ouvrir ma gueule. Voilà, et écrire 3 livres, donc des livres d'élus, Pilleurs d'État, et du goudron et des plumes. D'ailleurs, je vous le conseille, achetez-le, je connais l'auteur, il est sympa. Oui, moi aussi, il paraît qu'il est assez sympa. Alors, on a l'impression, quand on lit ces livres, que c'est une sorte de revanche, peut-être, contre les hommes politiques, ou peut-être une frustration, parce que Philippe, parce qu'on n'a pas... Je ne suis pas du tout aigri. Voilà. Je n'ai jamais été gris, sauf que j'ai vu des choses, je les ai découvertes, et j'ai la capacité de fouiller sous le tapis, et moi je me sens pas... Je dis pour moi c'est pas possible, quand je découvre quelque chose, il faut que j'aille jusqu'au bout. Un jour, dans mon bureau, il y a quelqu'un qui est rentré, une mère en pleurs, qui me dit « Philippe, mes enfants sont en train de mourir, ils ont une leucémie, il n'y a pas de banque de donneurs de moelle osseuse. » Pendant 8 ans, j'ai monté la banque de donneurs de moelle osseuse en France, qui était à 600 donneurs quand je l'ai pris en main, et quand on l'a quitté, il y avait 120 000 donneurs. Parce que quand quelque chose vous arrive, vous avez 2 solutions. Soit vous fermez les yeux, vous tournez la tête, soit vous ouvrez les yeux et vous rentrez dans le combat. Moi, je préfère ouvrir les yeux et rentrer dans le combat. Donc, à un moment donné, j'ai découvert des choses en politique. J'ai dit non, ça suffit. Moi, j'ai jamais voté en fermant les yeux. J'ai toujours voté en étant convaincu. Plusieurs fois, quand j'étais maire adjoint de M. Manuel Valls, j'ai refusé de voter certaines choses en conseil municipal. Manu m'a convoqué en me disant « Tu comprends pas, tu sais, tu m'expliques pas, je vote pas ». Moi, je veux bien voter, mais je veux être convaincu. Je veux bien mourir, mais je veux savoir pourquoi. Donc, si on ne m'explique pas pourquoi, je ne vote pas. Et j'ai toujours été comme ça. Donc, ce n'est pas une revanche, et je ne suis pas aigri en écrivant ces 3 livres. Et dans ces 3 livres, donc, on découvre des choses qu'on peut considérer parfois grossières, mais qui existent. Hein. D'abord, tout est factuel dans ces 3 livres. Je n'ai rien inventé. Tout ce que j'ai écrit est vrai, vérifié. J'ai eu sur 1200 noms, parce que je mets les noms, c'est-à-dire que je vais jusqu'au bout de ma logique. Je ne me contente pas de dire, je mets les noms, je mets ce qu'ils ont fait, je mets où ils l'ont fait. Je n'ai eu qu'un seul procès, parce que j'avais fait une petite erreur. C'est même pas une malversation, c'est une petite erreur de 2 lignes que j'ai rectifié depuis. Donc 1200 noms, je n'ai mis que des choses vraies. Ce que j'ai mis est factuel. J'ai mis les avantages et les privilèges que s'octroient les élus en nous demandant, nous, de nous serrer la ceinture. Ce qui est inadmissible. Alors, pas tous les élus, je le précise. Voilà, bien. Justement, hein, parce qu'une des critiques qu'on essaye de vous porter, c'est reproche, c'est... Je travaille pour le tous pourri, je travaille pour l'abstention. Non, je travaille pour la transparence. C'est l'inverse. Quand on est positif comme moi, on sait que plus on est transparent, moins les gens pourront abuser. Moins ils pourront abuser, mieux ça ira. Les extrêmes n'existent que sur la pauperisation et sur l'opacité. C'est-à-dire que quand tout va bien, les extrêmes, ils n'existent pas. Ouais. Donc je ne travaille pas pour les extrêmes, moi je travaille contre les extrêmes. Mais je travaille contre les extrêmes en étant transparent. Plus les gens sauront
moins on pourra abuser. Vous venez de prononcer le mot positif. Je fais partie du club des optimistes. On me dit que bon, ça ne colle pas trop le fait de vous avoir invité à Besançon, puisque c'est pas très positif ce que vous dites. Non, c'est faux, c'est totalement positif. Est-ce que la vérité n'est pas positive? Ouais. Est-ce que le fait d'être transparent n'est pas positif? Moi, je trouve que c'est éminemment positif. C'est l'éternel problème de la bouteille à moitié vide et la bouteille à moitié pleine. Il y a des gens qui regardent une bouteille, ils la trouvent à moitié vide. Il y a des gens qui la regardent et ils la trouvent à moitié pleine. Moi, je la trouve à moitié pleine, et dedans, dans ma moitié pleine, c'est de la vérité. Aux gens de s'en emparer. Plus on sera transparent, moins les gens pourront abuser. Moi, j'ai jamais caché mon salaire. Pendant 20 ans, mon salaire, il a été affiché derrière moi. C'est vrai que je gagnais mieux qu'un ouvrier ou qu'un OS, etc. Mais je pouvais l'expliquer. Et à partir du moment où c'était affiché, j'ai jamais eu aucun problème avec tous les jeunes qui venaient me voir. Aucun. Petite anecdote justement par rapport au salaire des élus et tout ça, par rapport à la retraite. C'est pas des salaires, c'est des indemnités. Des indemnités. Parce qu'il faut que vous sachiez que dans la Constitution, à l'article 2, il est marqué que les élus sont bénévoles. Ah oui. Je vous blague pas, c'est marqué dans la Constitution française. Donc c'est pas des salaires parce Non, c'est pas des salaires, c'est des indemnités. Ce qui leur permet de magouiller allègrement avec tout ça. Donc, par rapport à la retraite, vous avez été étonné quand vous êtes allé consulter Moi, le premier, je veux dire, j'arrive à un âge canonique, excusez-moi, j'ai été voir pour ma retraite, et je me suis aperçu que j'ai fait 15 ans d'élu rémunéré, 15 ans. J'ai quasiment autant de points Aircantec en 15 ans d'élu que depuis l'âge de 14 ans où je travaille. J'ai demandé à la dame, il n'y a pas un zéro en trou, là? Vous n'êtes pas gouré, madame? Eh ben non. Ah bah putain, la soupe est bonne. Mais c'est normal, puisque quand on cotise un an en tant qu'élu, la mairie ou la collectivité abonde d'un an. Donc j'ai cotisé 15 ans, mais en fin de compte, j'ai 30 ans de cotisation. Donc ça change la face des choses. En plus, et il faut le savoir, les élus, c'est les seuls qui ont une retraite par capitalisation. Ils se battent pour qu'on ait une retraite par répartition, et eux ont une retraite par capitalisation qui, en plus, est subventionnée tous les ans. Je parle des députés. Donc il y a quand même un malaise. Nous, on nous explique qu'on ne peut pas et qu'on réduit notre salaire, et eux, on subventionne tous les ans pour qu'ils puissent toucher leur retraite. J'ai un problème. J'aimerais bien que ces gens-là, qui nous demandent d'être exemplaires, soient eux aussi exemplaires. Donc la retraite, ça fait partie un petit peu de tous ces magouilles. Avantages. Je ne vais pas tous vous les citer parce qu'il vous faudrait 3 heures d'émission. Mais est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'on donne de l'argent de poche sans contrôler aux députés, aux sénateurs, aux membres du CESS? Et ce n'est pas 500 euros, c'est combien à peu près? C'est 5 770 euros par député, 6 200 euros par sénateur. C'est de l'argent de poche. Moi, je suis chef d'entreprise. Si je paye un restaurant à quelqu'un, je suis obligé de le justifier. Si je ne le justifie pas, je risque d'être mis en examen pour abus de bien social. Ouais. Je suis obligé de payer et je donne ma facture au comptable qui me rembourse. Les élus, non. Et vous ne pouvez pas manger 3 fois. C'est un problème. Les élus, on leur donne du pognon, ils ont fait ce qu'ils veulent. En plus, j'ai du mal à comprendre, je le dis souvent dans mes conférences, un élu qui a plusieurs mandats, il a plusieurs frais de représentation. Moi, je ne déjeune qu'une seule fois par jour. Pourquoi on lui rembourse 3 fois le déjeuner? Tout ça, c'est des trucs qui me rendent fou. Parce qu'on nous demande, nous, d'être heureux avec 540 € pour les gens qui sont au RSA. On culpabilise les gens du RSA. Ouais. Et ces mecs-là s'en mettent plein les fouilles. Ça suffit, arrêtez de nous prendre pour des cons. Et on met des contrôles, justement, pour qu'il n'y ait pas des abus. Les contrôles, il y en a plein. Les contrôles, c'est pour les petits, pas pour eux. Là aussi, ça m'énerve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut contrôler les comptes en banque quasiment de tous les salariés. On peut croiser les informations de tous les salariés pour savoir si malheureusement tu n'as pas plus d'enfants, si tu ne te rends pas un petit peu. Mais eux, on ne peut pas. Pourquoi on ne pourrait pas eux? Mais c'est à eux en premier qu'il faudrait. C'est à eux de nous montrer l'exemple. Pourquoi on ne peut pas contrôler le compte en banque d'un élu? Pourquoi il y a des espèces d'immunité pour ces gens-là? Est-ce que moi j'ai une immunité? Pourquoi quand un élu il fait une fraude fiscale, il y a un bureau spécial dans chaque perception pour traiter la fraude fiscale de l'élu? Pourquoi il y a ce qui s'appelle le verrou de Bercy? Vous connaissez le verrou de Bercy? Je vais vous l'expliquer, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que quand on découvre une fraude fiscale sur un élu de grande importance, pas le petit élu bien entendu, eh bien, avant de déclencher une enquête judiciaire, il faut l'autorisation du ministre. Mais s'il y a faute, pourquoi j'ai besoin de l'autorisation du ministre pour déclencher une enquête judiciaire? Eh bien ça s'appelle le verrou de Bercy. Et quel que soit le gouvernement, il ne le retire pas. Casier judiciaire. Casier judiciaire vierge, ça c'est une de mes grandes batailles. Il y a 396 métiers en France, 396 métiers que j'ai référencés, où il y a obligation de présenter un casier judiciaire vierge pour travailler. Pompiers, policiers, sage-femme. Sage-femme, mais il y en a un paquet de 396. Pour travailler dans une mairie, vous êtes obligé de présenter un casier judiciaire vierge. Si vous êtes condamné pendant que vous êtes fonctionnaire dans la mairie, selon la loi, vous pouvez être viré sans indemnité. Par contre, pour diriger la mairie, vous pouvez avoir violé, détourner du pognon, vous n'avez pas besoin de casier judiciaire vierge.
Il y a un non-sens qu'il faut arrêter. Et en plus, ça commence à marcher. On a lancé une pétition nationale qui prend de l'ampleur. C'est sur mesopinions.com, casier judiciaire vierge. Vous suivez le lien et vous signez. Elle commence à avoir du monde, puisqu'on a dépassé les 150 000 presque, là, maintenant, vu la pression médiatique, là, il n'y a pas longtemps, en disant que maintenant, pour se présenter comme élu, il va falloir présenter un casier judiciaire vierge. J'ai dit, c'est bien, c'est sympa, mais comme d'habitude, ils sont foutus de notre gueule. J'ai lu dans les amendements. D'abord, c'est réservé qu'aux élus locaux. Ah. Donc les députés, les sénateurs et tout, eux, ça ne les concerne pas. Intouchable. J'ai du mal à comprendre. Ils vont soi-disant voter une loi organique. 2, c'est valable en 2020. Mais attendez, ce que j'ai découvert derrière les fagots, c'est que l'inéligibilité dans ces cas-là n'est valable que s'ils sont condamnés dans la fonction de leur État. Je m'explique. S'ils violent une nana, c'est pas valable. S'ils détournent de l'argent en dehors de leur fonction d'élu, c'est pas valable. Pour qui ils nous prennent? Ils croient qu'on ne sait plus lire maintenant? Ces gens-là croient qu'on ne sait plus lire? Ces gens-là croient que le petit Pasco, il ne s'est pas fouillé dans les petits alinéas? Ben si, et je le dis, le demi-amendement qu'ils ont posé, c'est de la daube, c'est de la merde. Pasco qui n'arrête pas de fouiller. Et il y a un 4e livre que c'est préparé. Oui, alors on se demande, mais il y a 3 livres de 200-300 pages. Il y a encore un 4e. Oui, c'est le dernier, là, j'arrête. Donc j'en sors un autre en janvier-février. Si mon éditeur ne croule pas sous les contrôles fiscaux et si on ne m'a pas assassiné d'ici là. Mais j'en sors un 4e où j'ai encore découvert des choses sous le tapis. Mais est-ce qu'elles sont plus graves que celles qu'on découvre Tout est grave pour moi. Oui. Mais là, j'ai découvert encore des trucs de fou. Je ne peux pas ne pas vous les dire. Après, les gens feront ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas là pour donner des leçons de morale. Je pose sur la table dans mes livres aux gens de s'emparer de la citoyenneté. Aux gens de faire la différence entre le mauvais grain et le bon grain. Moi, j'ai découvert des choses, je l'écris. Ça ne va pas plaire parce que je mets encore des noms. Tant pis. Et ce titre, je vous le donne en scoop. Normalement, c'est presque tous vous faire foutre. Le presque est important. C'est une espèce de ras-le-bol C'est une ras-le-bol. À la fin de ce livre, vous avez un bulletin de vote à découper, marqué « Allez presque tous vous faire foutre ». Et moi, je conseille à plein de gens de le mettre dans l'urne au présidentiel. Parce que vous êtes pour que les gens aillent voter. Et moi, il y a une organisation de l'abstention aujourd'hui. Il y a 80% de gens qui ne vont pas voter à certaines élections. Je vous signale que les dernières élections qui sont passées, les gens ont été élus. Encore là, il y a eu une élection partielle législative. Il y a eu plus de 76% d'abstention. Il y avait 2 candidats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont été élus comme députés ont été élus avec 1,2 électeurs sur 10. 1,2 électeurs sur 10. Personne ne s'en rend compte, mais c'est plus démocratique. Ces gens sont légalement élus, mais ne sont plus représentatifs de la population. Il y a un moment donné, il va falloir qu'on arrête. Et comment on peut arrêter? La seule façon d'arrêter aujourd'hui la gangrène de l'abstention, qui est une abstention organisée, qu'on soit bien d'accord, ça les arrange en fin de compte, les élus, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aillent voter, c'est de créer ce que moi j'appelle le vote obligatoire. Parce que le vote obligatoire, ça a l'air de rien. Je vous l'explique, si vous avez 2 secondes. Vote obligatoire, vous supprimez l'abstention. D'accord? Si vous supprimez l'abstention, on est obligé politiquement de donner un pouvoir politique au vote blanc. Si vous donnez un pouvoir politique au vote blanc, vous lui donnez un pourcentage, puisqu'il n'y a plus d'abstention. Ils sont obligés. Si vous donnez un pourcentage, on peut dégager la peste, le choléra, les chemises rouges, les chemises brunes au premier tour. Vous ajoutez à ça le casier judiciaire vierge, il n'y a pas de problème. Et qu'on ne me dise pas que ce n'est pas possible. Il y a 96 pays qui le font. Et qu'on ne me dise pas que ce n'est pas possible. En France, on le fait déjà. En France, on le fait déjà. Aujourd'hui, il y a le vote obligatoire en France. Bah oui, je vous vois derrière l'écran, vous faites des grands yeux. Oui, les sénateurs, ils sont élus par les grands électeurs. Les grands électeurs, c'est un vote obligatoire. Moi, j'ai été conseiller régional, j'ai eu l'obligation d'aller voter pour les sénateurs. Et en plus, j'ai été condamné à 150 € d'amende si j'y allais pas. La petite différence que je propose, c'est qu'on fasse l'inverse. Moi, j'en ai marre de la répression. Donc, si on fait vote obligatoire, au contraire, plutôt que de punir les gens, donnons un crédit d'impôt de 50 € aux gens qui iront voter. C'est beaucoup plus... Après, tu peux toujours ne pas aller voter. Tu n'auras pas tes 50 € de crédit d'impôt, plutôt que tes 150 € d'amende. Mais c'est un choix. On pourra encore ne pas aller voter. En Belgique, il y a 95% de votants, il y a 5% de gens qui ne vont pas encore voter. Mais avec le vote obligatoire, il y a un immense avantage. C'est qu'aujourd'hui, on est élu avec 50% de 10% de votants. Vous avez bien entendu ? Avec le vote obligatoire, on serait élu à 33% de 95% de votants. La représentativité, elle revient. Et je ne vois pas d'autre système logique que le vote obligatoire. Après tout, quand vous allez faire du sport dans une fédération sportive,
on vous demande un certificat médical. Ça pose de problème à personne. Si tu ne veux pas bosser dans la fédération et donner ton certificat, bah tu vas faire ton petit sport, mais sans être dans la fédération. Donc, voter, c'est de la citoyenneté, c'est aussi le bonheur de tout le monde, c'est les routes, c'est les voiries. Pourquoi ça ne serait pas obligatoire? Moi, ça ne me pose aucun problème. Derrière tous ces dénonciations... Pardon, je parle vite et beaucoup. Derrière toutes ces dénonciations... C'est pas des dénonciations. Ou des mises sur les tapis... voilà. Non, dénonciation, moi, je ne suis pas un collabo, j'envoie pas des lettres à Cognito. Non, je mets les noms, je mets mon nom, et je fais des constats. Voilà. Et derrière tous ces constats, il y a, comme vous venez de le citer, des propositions. Vous proposez également des choses. C'est-à-dire, c'est pas que lancer de... c'est pas le lancer de billes et puis démerdez-vous avec lui. J'essaie de proposer des choses compliquées, mais pas des choses compliquées. Juste des choses de bon sens. Il y a un truc vachement simple. Moi, je suis pas contre que les élus aient ce qu'on appelle l'IRFM. Je dis simplement qu'ils doivent justifier leurs dépenses, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je suis pas contre qu'un élu ait un avocat pour se défendre. Je dis simplement que si l'élu est condamné, il doit rembourser les frais d'avocat. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, les gens sont cocus jusqu'au bout. Je cite un dernier petit exemple qui arrive souvent, je le cite souvent. Il y a un type qui a été condamné et qui avait donné entre 13 et 20 millions d'euros. Il a été condamné, à 20 000 euros d'amende avec sursis. Déjà, j'ai un peu les boules. Mais là où ça devient fou, c'est que donc, il n'avait pas payé son avocat, puisque c'était l'avocat de la mairie, protection fonctionnelle de l'élu, qui a été payé. Donc il n'a pas payé son avocat, le mec. En plus, il n'a pas payé l'amende, puisque c'est protection, donc c'est l'amende est payée par la ville. Mais comme la ville ne s'est pas partie vers ses civils, les 13 millions d'euros, ils ont été remboursés sur les impôts des habitants. Ça suffit à arrêter de nous prendre pour des cons. Dernière question. Allons-y. Est-ce que vous restez optimiste? Mais je suis désespérément optimiste, et ce que j'ai écrit dans mes livres ne sont pas des choses pessimistes. Encore une fois, il y a deux façons de voir les choses. La vérité, pour moi, elle est optimiste. La transparence, elle est optimiste. Elle n'est pas autre chose. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de faire l'autruche et de mettre la tête dans le sol. Mais quand on fait l'autruche, je trouve qu'on n'avance pas beaucoup. Alors que je pense que quand on regarde la vérité et la transparence en face, on peut avancer, et on peut avancer en souriant. Moi, je souris. Je dis encore une fois, tous les élus ne sont pas pourris. Mais il faut arrêter de cautionner cette grosse minorité de salopards qui font honte à la République.